Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Elise Donné et je suis en charge de l'accompagnement au sein du French Design, donc de l'accompagnement des entreprises et des designers, et notamment de l'incubateur, donc dans le cadre duquel est organisé cet atelier, puisque chaque mois nous avons chaque mois nous avons une thématique et plusieurs modules d'ateliers de formation qui sont organisés. Et ce mois-ci, on touche à tout ce qui est propriété intellectuelle et toutes les questions juridiques aussi qu'on peut rencontrer en tant que fabricant, éditeur ou designer. Alors, ce matin, j'ai avec moi Christophe Lemaire, donc qui travaille à l'AFD, que vous connaissez peut-être comme structure, mais en tout cas qui va vous la présenter, donc je ne vais pas m'étendre dessus, et qui va nous parler justement de plusieurs points qui peuvent être problématiques, ou en tout cas qui peuvent susciter des questions chez vous, notamment quand on démarre son activité ou même après. Donc déjà le statut, en tout cas le cadre de son activité, donc ça peut toucher au statut, ça peut toucher au contrat d'édition notamment. Donc voilà, donc vous avez la possibilité de poser vos questions. Soit vous pouvez les poser via le chat qui est dispo via votre tableau de bord à droite de l'écran. Soit on fera en sorte d'essayer d'allumer les micros à la fin si vous préférez prendre la parole directement pour poser vos questions avec Christophe Lemaire. Donc voilà, donc ça on avisera. Il y a vraiment un temps d'échange qui a été prévu donc à la fin de l'intervention. Donc c'est fait pour ça. Et merci d'être là. Je vais laisser la parole à Christophe Lemaire. Et merci Christophe. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Bon, on le voit. Ouais, c'est bon, Alliance France Design. Je suis Christophe Lemaire, je suis administrateur de l'Alliance France Design depuis 8 ans, je pense. J'étais un des fondateurs en 2003 également. Je suis plutôt en charge du rôle d'entrepreneur des designers au sein de l'Alliance France Design. Et donc, dans ce cadre, j'interviens d'une part au VIA, mais je dirige également une société de formation qui s'appelle Concilium, qui est dédiée au rôle d'entrepreneur des designers exclusivement. Donc aujourd'hui, on va essayer d'articuler la question du statut social du designer avec la relation avec l'éditeur et le contrat d'édition. Donc, je vais compléter un petit peu ce que disait Élise à propos de la prise de parole. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on puisse échanger en continu. Donc, même si vous êtes nombreux, on essaiera de ne pas poser 2 fois les mêmes questions, mais ce serait bien que pendant la durée de l'intervention, vous puissiez intervenir au moment où les questions arrivent. Donc, on ne se coupe pas la parole non plus, mais on essaye d'intervenir à chaud. Donc, on va aborder cette question sous un angle qui est un angle qui, en général, ne fait pas plaisir ni aux designers de produits, ni aux designers industriels. C'est, première question, que créez-vous pour les designers et que souhaitez-vous éditer pour les éditeurs? Et la réponse que je vous donne ici, c'est une œuvre de design. Donc, quand je parle d'œuvre de design, effectivement, je ne parle pas de la conception d'un paillasson, de choses comme ça, mais je parle d'œuvres de design qui justifient leur terme d'œuvre. Et donc, comment est-ce qu'on va qualifier qu'il s'agit d'une œuvre? Ça, c'est le premier point. Donc, quand on se pose cette question, effectivement, on rentre dans une double problématique qui est que si on crée des œuvres, d'une part, on est un auteur, et d'autre part, comme on est un auteur, cette œuvre nécessite un contrat d'exploitation pour être reproduite. Si on ne crée pas une œuvre, il n'y a même pas de question à se poser, quoi.
il n'y a pas d'auteur et il n'y a pas de contrat d'exploitation. Donc, c'est dans ce cadre que les choses se passent. Alors, je dis, il n'y a pas de contrat d'exploitation, c'est un peu abusif. Il y aura toujours un contrat d'exploitation, mais ce sera pas, comment dirais-je, un contrat d'exploitation en droit d'auteur. Donc, comment est-ce qu'on va qualifier qu'il s'agit d'une œuvre? D'abord, une œuvre est la création d'un auteur ou de plusieurs auteurs qui peuvent être identifiés chacun pour leur part respective dans l'œuvre finale. C'est une création dont on peut démontrer le processus de création, donc depuis la première esquisse, depuis la première esquisse jusqu'au document d'exécution finale. Et donc, pour cela, on a des dates certaines, hein, et pas seulement une date de divulgation, mais on a des dates certaines pour toutes ces étapes. Et cette création porte l'empreinte de son auteur, c'est-à-dire qu'elle montre au travers des différentes étapes des esquisses et des mises au point le processus de création de l'auteur. Quand on dit qu'elle porte l'empreinte de son auteur, ça ne veut pas dire qu'elle a un style unique. Moi, je suis designer graphique et j'ai créé autant de styles que j'ai eu de clients. Donc, c'est mon boulot d'être créatif et de savoir créer des styles spécifiques pour chacun de mes clients pour qu'ils n'aient pas tous le même environnement graphique. Donc, la notion d'œuvre, c'est ça. Et donc, comme il est noté ici, peu importe que cette œuvre, que cette création soit l'objet d'une commande ou non, si elle répond à ces critères, elle peut être qualifiée d'œuvre. Et donc, si elle peut être qualifiée d'œuvre, eh bien, son auteur pourrait être qualifié d'auteur. Okay. Donc, c'est pas forcément, à ce moment-là, on parle plus de travail, mais on parle de création, bien entendu. Donc ça, c'est le premier point. Quels sont les droits qui sont attachés à une œuvre et qui ne seraient pas attachés à un travail? Donc, la propriété littéraire artistique, c'est ce qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce que la propriété littéraire artistique, elle naît spontanément à partir de la création de l'œuvre, c'est-à-dire c'est la matérialisation de l'œuvre qui crée cette propriété littéraire artistique. Bien entendu, pour pouvoir faire valoir cette propriété littéraire artistique, il faut avoir mis en place tout le processus de protection de l'œuvre et surtout de documentation dont je viens de vous parler. Derrière cette propriété littéraire artistique, on va trouver plusieurs droits. Donc déjà, c'est divisé en droit moral et en droit patrimonial. Le droit moral est inaliénable et perpétuel, et le droit patrimonial est cessible jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, les droits qui vont nous intéresser dans une œuvre sont d'une part le droit à la paternité, qui est un droit moral. Le droit à la paternité, ça veut dire que l'éditeur, pour ce qui concerne les objets, l'éditeur ne peut vous imposer de ne pas mettre votre... Enfin, doit accepter, plutôt, on va faire ça avec des affirmatives au lieu des négatives, doit accepter de mettre votre nom sur l'objet ou sur l'emballage de l'objet ou sur la promotion de l'objet si vous le demandez. Voilà comment ça se passe. Donc ça, c'est le droit à la paternité. Donc vous avez le droit de signer votre œuvre. Ensuite, le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, qui est toujours un droit moral, et qui comprend le droit d'adaptation. C'est-à-dire que si vous travaillez avec un éditeur, et que cet éditeur vous dit ah bah, vous avez conçu une chaise super,
Je vais l'éditer comme ça, et puis nous, on en fera sans doute un fauteuil. On va rajouter des accoudoirs, ça fera un fauteuil. Et puis peut-être qu'on le transformera aussi en siège de bureau en mettant des roulettes dessous. Enfin voilà. Et ben ça, c'est juste pas possible si vous n'avez pas donné votre accord explicite et écrit à l'éditeur. Donc, dans cet accord écrit, il peut y avoir un certain nombre de contraintes, notamment le final cut, comme on dit dans le cinéma, c'est-à-dire la capacité d'être le dernier à donner votre accord ou ne pas donner votre accord pour l'édition de ces objets. On a vu beaucoup d'œuvres dénaturées par l'adaptation, on va dire, libre, pour être gentil, de certains éditeurs qui croyaient détenir des droits d'adaptation ou qui détenaient des droits d'adaptation pour lesquels les designers n'avaient pas été suffisamment prudents pour conserver pour eux-mêmes le Final Cut. Donc ensuite, la juste rémunération de l'exploitation, c'est le droit patrimonial. Et ça veut dire que pour exploiter votre création, donc votre création, mettons qu'elle était l'objet d'une commande. Une commande, donc il y a un contrat de commande qui stipule effectivement le montant du travail qui est effectué pour cette commande. Et en plus de ce montant effectué pour le travail, donc concevoir une chaise, une table basse, je ne sais quoi, un canapé ou autre, des éléments de séparation de l'espace. En plus de ce contrat de commande, il y a l'exploitation de l'œuvre. Et l'exploitation de l'œuvre, c'est du droit patrimonial. Et donc, ce droit patrimonial doit être rétribué de façon équitable, enfin le plus possible équitable, et on va voir après dans quelles conditions. Donc à partir du moment où on sait que c'est une œuvre, et que cette œuvre est protégée, enfin on a mis tout en œuvre justement pour la protéger par la propriété littéraire artistique, c'est-à-dire qu'on a documenté, qu'on a obtenu des dates certaines. Pour ceux qui ne connaissent pas Hippocamp, ipocamp.io, c'est un site en ligne qui permet pour 10 € par mois d'obtenir des dates certaines sur à peu près tout et n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas à utiliser le site Hippocamp. Donc, à partir de ce moment-là, on se protège en tant qu'auteur, on protège notre œuvre par rapport à des exploitations abusives, plagiat, etc. Et on protège l'exploitant de l'œuvre en lui garantissant d'une part que c'est une œuvre originale et en lui garantissant qu'on sera là pour l'aider en cas de problème et l'assister en cas de procédure, notamment judiciaire. Donc, c'est important de bien documenter notre travail de designer et de le documenter de façon systématique. À partir du moment où on sait qu'on a une œuvre et donc on a un auteur, on se pose la question vraisemblablement du statut professionnel pour le designer créateur. Et donc là, pour ce qui concerne les designers de produits, il y a un grand changement qui est intervenu donc le 1er janvier 2021, c'est la mise en œuvre du décret 2020-1095 du 28 août 2020, sur lequel vous trouverez un article sur le site de l'AFD. Pour ceux qui ne connaissent pas l'AFD, le site c'est afd.eu.com. Et donc, il y a un article qui précise bien le cadre social qui change pour les designers, un certain nombre de designers. Je vous fais un peu d'historique. Avant 2017, il n'y avait que les graphistes, les illustrateurs, donc dans les designers, ce qu'on appelle les designers graphiques,
les designers d'illustration et les designers textiles qui étaient admis à la Maison des artistes, donc au statut d'artiste-auteur. En 2017, on a réussi à faire passer les scénographes, donc qui sont des designers d'espace spécialisés dans l'espace scénique, l'espace d'événements et le retail. Et on faisait le forcing quand même depuis des années et des années pour que tous les designers de toutes les disciplines puissent rentrer à la Maison des artistes au statut d'artiste-auteur. Et donc, ce décret 2020-1095 entérine cet accueil de tous les designers au statut d'auteur dans certaines conditions, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent y cotiser que leurs honoraires de création et leurs droits d'auteur. En résumé, s'ils font d'autres activités que ça, par exemple s'ils s'auto-éditent et s'ils tirent un profit de cette auto-édition, ils ne pourront pas cotiser le produit de leur vente à la Maison des artistes. S'ils travaillent pour leurs clients sur des questions techniques, de mise au point, de je ne sais quoi d'autre, de plans, etc., ils ne pourront pas facturer non plus, ils ne pourront pas cotiser ces factures, donc ces revenus, au statut d'artiste-auteur. Donc, il est important de comprendre que c'est un grand progrès pour la création de tous les designers, et c'est un grand progrès qui va leur permettre d'affirmer leur statut d'auteur et de cotiser effectivement aussi beaucoup moins cher qu'avec les autres statuts pour leur création et leurs droits d'auteur, et exclusivement pour leur création et leurs droits d'auteur. Donc, qu'est-ce qui change en fait pour eux, pour vous, designers qui êtes aujourd'hui ici? Ce qui change, c'est que le statut d'artiste-auteur devient le statut naturel de tout designer, de toute discipline en France, comme c'était le cas précédemment dans d'autres pays d'Europe. Et ce qui est intéressant de constater également, c'est que ce statut est combinable avec tous les autres statuts sociaux. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes créateur et qu'en même temps, vous avez j'affiche une question, il n'y en a pas encore. Si en même temps, vous avez des commandes de la part de fabricants ou d'éditeurs pour faire de la mise au point, de l'adaptation, éventuellement de créations qui ne sont pas les vôtres, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez, par exemple, combiner ce statut d'artiste-auteur avec un statut de profession libérale, avec un statut de micro-entrepreneur si vous ne dépassez pas 70 000 € par an sur cette activité, ou tout autre statut qui vous paraîtra adapté, statut commercial par exemple avec une société. Si vous éditez vous-même vos créations, bien, vous pourrez le faire au travers d'une société. Cette société percevra pour vous des droits d'auteur qu'ensuite vous, en tant qu'auteur, vous pourrez lui refacturer et ainsi percevoir des droits d'auteur sur les ventes qui sont effectuées par cette société qui vous édite et qui est votre société, en l'occurrence. Donc, on s'aperçoit que ce statut d'artiste-auteur devient effectivement le statut principal pour obtenir des rémunérations de son travail de designer et de ses créations de designer, et que même lorsqu'on a une société, par exemple, qui nous édite, eh bien, on peut définir un taux de rétribution en droit d'auteur qui soit assez élevé pour ne pas avoir besoin, en tout cas dans un premier temps, de dégager un salaire, par exemple, sur cette société pour compléter
la rémunération d'artiste-auteur. Donc, tout ceci doit être encadré par des contrats, bien entendu, quand vous êtes, quand votre propre société vous édite, donc autrement quand vous vous auto-éditez, il existe un contrat d'édition entre votre société et vous-même. Sans quoi, à un moment donné, comment dirais-je, les organismes sociaux pourraient demander des comptes sur ces revenus qui sont issus de votre société et qui n'apparaîtraient par ailleurs. Je continue sur le statut d'artiste-auteur, et donc, pour être très clair, j'espère que je le suis, pour un designer de produits dont les clients sont des éditeurs et pour lesquels il ne fait que de la création, qui est rémunéré en honoraires et en droit d'auteur, son statut, c'est artiste-auteur à partir de maintenant. Pour un designer de produits, toujours, qui a comme client des éditeurs, des fabricants, et qui fait de la création plus des adaptations de produits dont il n'est pas forcément l'auteur et qui est rémunéré en honoraire, son statut naturel, c'est profession libérale. Et éventuellement artiste-auteur s'il organise son activité pour n'y cotiser que la création. Ou alors, il peut être artiste-auteur pour sa partie création, plus une société commerciale pour la partie adaptation de produits dont il n'est pas l'auteur. Ce qui ne fera pas forcément des résultats dingues. Troisième exemple, on est sur la base d'un designer qui fait de la création pour des éditeurs, des fabricants, mais qui fait aussi de l'auto-édition. Sa production, c'est de la création, plus de l'adaptation de produits dont il n'est pas forcément l'auteur. Sa rémunération, c'est des honoraires des droits d'auteur. Son statut normal, ce sera donc une société commerciale pour l'auto-édition et artiste-auteur pour tout ce qui est création et droits d'auteur avec les éditeurs et les fabricants. Mais il mettra aussi les adaptations de produits dont il n'est pas l'auteur dans sa société commerciale. D'accord? Donc là, il faut bien comprendre l'organisation qui est demandée pour que les choses soient parfaitement légales. Alors je sais qu'il est tentant pour un designer qui voit tout d'un coup qu'il va pouvoir cotiser environ 20%, un petit peu plus de 20% de son bénéfice et pas de son chiffre d'affaires, pour sa protection sociale, donc au statut d'artiste-auteur. Il se dit, c'est quand même beaucoup moins que profession libérale. C'est aussi mieux que micro-entrepreneur et bien entendu, c'est sans commune mesure avec les cotisations des salariés. Donc, ce serait assez tentant de faire passer des factures, en quelque sorte, des rémunérations qui ne seraient pas éligibles au statut d'artiste-auteur sur ce statut. Alors, moi, en tant que vice-président de la commission professionnelle de la Maison des artistes, ce qui est une de mes attributions avec l'Alliance France Design, je peux vous dire que je n'ai moi-même aucune délicatesse à demander l'exclusion définitive des personnes qui sont prises la main dans le sac, même si c'est des designers et même s'ils sont adhérents de l'AFD. Donc, il faut rester très, très correct et très, très conscient de ce que l'on encourt lorsque on cotise à la Maison des artistes pour des choses qui ne sont pas cotisables. Donc, je passe rapidement les diapos et puis ensuite on va échanger. Donc, qu'est-ce qui se passe souvent dans la relation designer-éditeur?
Alors, la plupart du temps, quand même, ce qui se passe, c'est une bonne entente, mais il se passe quelque chose bah, qui est un peu regrettable, c'est que l'éditeur est en position de force par rapport au designer en raison du volume d'offres reçues. Et là, d'une part, on a un éditeur ou un fabricant qui est informé du droit, qui est un manager, qui est un entrepreneur, et d'autre part, on a un designer qui est un designer et exclusivement designer, qui a en général une brelle en commercial et qui, au niveau du droit, ne maîtrise pas grand-chose. Donc, il y a un déséquilibre qui peut se passer et donc une position de force qui peut être exercée de la part de l'éditeur. Alors, est-ce que cette position de force est légitime ou pas? Oui, elle est légitime pour sélectionner les meilleurs projets qui correspondent à sa collection. Sélectionner, ça veut dire aussi orienter les designers à créer des choses qui vont pouvoir rentrer dans sa collection. Mais non, il n'est pas légitime pour imposer au designer des conditions d'exploitation de son œuvre qui ne sont pas équitables. Alors, à l'AFD, on est confronté, mais alors c'est au moins de façon hebdomadaire et parfois de façon quotidienne, à des contrats pour toutes sortes d'éditions, hein, que ce soit du design graphique, du design textile, du design d'objets ou autre. Et on est confronté à des contrats d'édition qui nous sont présentés par nos adhérents, qu'on doit étudier, et ces contrats d'édition sont tout sauf équitables. Alors, il va sans dire que le designer crée de la valeur par son travail de designer, mais qu'il a souvent du mal à justifier qu'il crée de la valeur. C'est-à-dire que le processus même de création de valeur et la façon dont il va pouvoir mettre en évidence cette création de valeur lui échappe. Elle échappe pas forcément à son éditeur, elle échappe pas forcément au fabricant, mais en tout cas, le designer, il n'a pas les outils pour prouver cette création de valeur. Et ça, c'est quelque chose qui est dommageable, parce qu'à un moment donné, si l'éditeur insiste, le designer va accepter les conditions de l'éditeur. Alors, ces conditions, elles peuvent être déplorables. Hein. On connaît tous, enfin, on a tous entendu parler de certains contrats qui proposent 2% de royalties pour l'exploitation de certaines œuvres, etc. Et donc, le designer, il doit être conscient que le contrat qu'on lui propose doit être conforme à ses attentes. Et conforme à ses attentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'une part, qu'il doit lui fournir un minimum de revenus, quoi qu'il arrive, qui doit être encadré dans le temps, qui doit être encadré dans l'espace, qui doit être encadré par rapport à son exclusivité. Et il y a un quatrième paramètre, oui, qui doit être encadré par rapport à son étendue. Et là, je parle surtout aux designers textiles, s'il y en a parmi vous. Et donc, si ces paramètres ne sont pas présents dans le contrat d'exploitation, on peut être à peu près sûr que le designer va être lésé dans l'affaire. Il y a même des éditeurs qui disent bon, on va faire une session forfaitaire une fois pour toutes, comme ça on n'en parle plus et ça te fait beaucoup d'argent d'un coup, etc. etc. C'est pas parce qu'il y a une session forfaitaire que qu'il n'y a pas de révision possible de cette rémunération. L'article 131-5 du Code de la propriété intellectuelle précise bien que s'il y a une lésion de plus de 7/12e de ce qui était prévu dans cette session forfaitaire, enfin que les chiffres ne correspondent pas, les chiffres réels ne correspondent pas à ce qui était prévu dans cette session forfaitaire, eh bien à ce moment-là, cette session forfaitaire tombe
et elle est remplacée par une rémunération aux royalties. Donc, la question, c'est effectivement de trouver une équité dans cet épisode qui est la rédaction du contrat. Et donc, pour trouver cette équité, il faut avoir à l'esprit d'anticiper les éventuels conflits qui peuvent survenir entre le designer et l'éditeur. Donc, il faut être capable de défendre ses droits pour anticiper ces conflits. Et donc, il faut déjà un respect mutuel. Hein. Le designer n'est pas juste un petit grouillot qui va vous faire des dessins sur un coin de table. C'est un auteur, il doit être respecté en tant qu'auteur, et son œuvre doit être respectée en tant qu'œuvre. Chacun doit respecter ses engagements, et donc doit en prendre, en fait, des engagements. Et ces engagements, ils doivent être conformes aux termes de la loi. Bien entendu, pour que ça se passe bien, il faut être capable de communiquer en permanence sur toutes les questions qui resteraient en suspens. Et donc, quand on nous propose, à nous, designers, un modèle de contrat déjà tout packagé, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on doit le signer ou pas le signer. Un contrat, c'est un projet d'accord. Un contrat qu'on nous propose, c'est un projet d'accord. Et donc, dans ce projet d'accord, tout est modifiable. Absolument tout est modifiable. Et donc, il ne faut pas envisager un seul instant que le contrat est écrit en marbre. Tous les termes de ce contrat peuvent être modifiés pour convenir aux deux parties. Et donc, s'il ne convient pas, après que le designer ait modifié ce contrat, s'il ne convient plus à l'éditeur, on sait au moins sur quel pied danser, on sait à quoi s'en tenir par rapport à notre éditeur et à ses intentions. Voilà le cadre globalement pour avancer dans une bonne collaboration éditeur-designer. Christophe, je me permets d'intervenir puisqu'il y a une question. Oui. Donc d'Olivier Moravi qui demande comment demander dans un contrat avec un éditeur d'avoir accès aux ventes volume afin de savoir si la rémunération de l'auteur est bien proportionnelle au pourcentage de cession négociée. Eh bien, il suffit en fait de l'inscrire dans le contrat. Ça obligera l'éditeur à fournir des pièces comptables sincères et vérifiables. Et donc, c'est assez simple en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le contrat engage. Si on ne l'inscrit pas dans le contrat, c'est-à-dire la fourniture de pièces comptables tous les 6 mois ou tous les ans, eh bien à ce moment-là, l'éditeur n'a aucun engagement à respecter. Si c'est inscrit dans le contrat, il doit respecter ses engagements. C'est tout simple. Comment je fais pour reprendre la main du coup? Je fais. Ah oui, j'étais en pause. Je fais comme ça, ça change rien. C'est toi qui me redonne la main? On voit toujours l'écran, donc je. Ah bon, d'accord. C'est moi qui le vois plus alors. Là, on voit le site de la. Voilà, là, on voit la presse. Tu vois la présentation, d'accord. Donc voilà, voilà le cadre global du contrat d'édition. Il faut avoir à l'esprit que le designer a besoin de l'éditeur. Il ne doit pas considérer que l'éditeur est un mal nécessaire, mais c'est un allié dans son parcours professionnel. Et l'éditeur a besoin du designer pour concevoir des objets, des produits à forte valeur ajoutée et se différencier sur un marché concurrentiel. Donc, de plus en plus, la démarche du designer est comprise de la part des éditeurs qui
anticipe par cette démarche, donc le rapport à l'utilisateur de leurs objets, de leur production. Et donc, c'est bien le designer qui est capable d'aller questionner l'utilisateur par rapport à une création et l'usage de cette création. Donc là, bien entendu, dans l'ameublement, on ne va pas remettre en cause la hauteur de 45 cm d'une chaise. On ne va pas remettre en cause le fait qu'une chaise est plus stable sur 4 pieds que sur 3 pieds. Mais on peut envisager de questionner l'utilisateur par rapport à un contexte spécifique d'une création d'une chaise. Et donc, si on questionne le bon utilisateur dans le bon contexte, c'est un apport précieux pour l'éditeur, bien entendu. Donc, une relation harmonieuse, c'est quoi? C'est une relation respectueuse et honnête. C'est le partage de la valeur ajoutée équitable. Les termes du contrat qui doivent être négociés entre les différentes parties prenantes. C'est d'autant plus compliqué s'il y a plusieurs co-auteurs, bien entendu. On peut être co-auteur d'une œuvre. Également, donc, les comptes doivent être sincères. Les comptes qui doivent être transmis au designer doivent être sincères et vérifiables. Et les règlements doivent être honorés. C'est-à-dire qu'au moment où on transmet les comptes à l'éditeur, eh bien, le virement est spontané. C'est-à-dire le designer n'a pas à produire une note d'auteur à ce moment-là et attendre 60 jours ou 90 jours que l'éditeur veuille bien payer. Non, ce qui se passe, ce qu'on attend, nous, au syndicat, c'est que les éditeurs payent spontanément ce qui apparaît dans leur compte. Et si ensuite le designer demande une vérification des comptes, il y a vérification et puis il y a production d'une note d'auteur. Et cette note d'auteur sera rapprochée du règlement qui aura déjà été fait. Septième question, quels sont les risques d'une mauvaise relation designer-éditeur? Ils sont en fait assez nombreux. Donc, on ne va pas essayer ici de trouver une liste exhaustive, mais 5 exemples, simplement. Donc, si le designer, par exemple, protège mal, documente mal sa démarche d'auteur, eh bien, il aura du mal ensuite, en cas de plagiat, à aller défendre l'éditeur et lui-même en justice. Et donc, il y a un risque de plagiat. Si c'est l'éditeur qui, lui, par exemple, il est responsable du dépôt de dessins et modèles, mais il ne fait pas la démarche de dépôt de dessins et modèles telle qu'elle devrait être faite, ou alors il dépose, mais son dessin et modèle n'est pas enregistré, et il y a un plagiat qui est constaté, où il est accusé de plagiat par un autre fabricant ou un éditeur. Eh bien, à ce moment-là, il devra s'appuyer exclusivement sur la propriété littéraire artistique de l'auteur, et ça peut être insuffisant pour protéger l'éditeur. C'est-à-dire que l'auteur pourrait être, je dirais, innocenté dans l'affaire, mais pas forcément l'éditeur. Donc, il y a des risques comme ça qui sont à prendre en compte et pour lesquels, là, Delphine Brunet intervient Maître Delphine Brunet, excusez-moi, intervient au French Design et peut apporter tous les conseils nécessaires. Ensuite, une adaptation de l'œuvre par l'éditeur sans autorisation, c'est une atteinte au droit moral de l'auteur. Et là, par rapport au droit moral, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en justice, le juge n'a pas de barème pour évaluer l'atteinte au droit moral.
Donc, il va se lâcher grave. Il va se lâcher grave et il peut considérer que cette atteinte au droit moral est carrément irréparable pour l'auteur et, donc condamner l'éditeur à des sommes assez folles. Donc, pas d'adaptation sans autorisation écrite de l'auteur. Et bien entendu, cette autorisation écrite, c'est pas un modèle tout fait qui doit signer et qui mentionne juste j'autorise l'éditeur à adapter la forme, la couleur et je ne sais quoi d'autre de ma création. C'est lui permettre, là encore, de définir quel est le cadre de cette adaptation et comment lui va pouvoir contrôler que cette adaptation est conforme à l'esprit de l'auteur. Une cession de droit mal rétribuée, ça entraîne une insatisfaction de la part de l'auteur. Et donc cette insatisfaction, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'une part qu'il va peut-être regretter de travailler avec cet éditeur. Ça entraîne également un ressentiment par rapport à l'éditeur qui fera que il ne sera pas prescripteur de ses propres produits édités chez cet éditeur-là. Et ça entraîne potentiellement une entourloupe à un moment donné au premier accroc de l'éditeur avec une recherche de réparation en justice. Donc, l'éditeur n'a aucun intérêt en fait à demander, à imposer des conditions de mauvaise rétribution aux designers. Par contre, il doit bâtir un modèle économique qui lui permet de développer son activité, mais aussi de rémunérer le designer à sa juste valeur. Donc c'est lui qui doit bâtir le modèle économique et c'est lui qui est responsable de ça. Un contrat compliqué, voire inadapté, qui est proposé par l'éditeur au designer, ça va engendrer une chose qui est parfaitement compréhensible, c'est que l'éditeur ne comprend rien, donc il peut renoncer à faire éditer son produit parce qu'il ne comprend rien, parce qu'il ne trouve pas d'aide pour se faire expliquer ce contrat, ou parce qu'il ne comprend pas qu'il peut modifier quasiment toutes les lignes de ce contrat. Donc là encore, plus vous allez avoir, enfin je parle aux éditeurs, plus vous allez expliquer vos contrats, plus vous allez être capable de pédagogie par rapport à tous les articles de ce contrat, mieux ce sera pour vous et mieux ce sera pour le designer, bien entendu. Et quelque chose qu'on trouve très très souvent, bien entendu, c'est un arrêt de l'exploitation avant le terme du contrat. Alors, je vous explique le cadre. L'éditeur, qui ne comprend pas lui-même très bien ce que veut dire durée d'exploitation, peut réclamer 20 ans, 50 ans, 70 ans après votre mort de durée d'exploitation. En fait, quand il réclame des durées qui sont longues, il s'impose de maintenir ce produit, cet objet présent dans son catalogue et d'en faire la promotion pendant toute la durée du contrat d'exploitation. S'il cesse d'exploiter l'œuvre pendant la durée du contrat, en fait, il impose au designer de renoncer à des revenus qu'il était en droit d'attendre. On a un exemple comme ça qui est sympathique, qui est un designer qui avait cédé des droits d'exploitation d'une œuvre à la demande de son éditeur pour, si je ne m'abuse, 50 ans. Je crois que c'était ça.
Et au bout de 3 ans, donc la première année, ça marche très bien, la deuxième année, un peu moins bien, la troisième année, encore un peu moins bien, mais le produit n'était déjà plus catalogué la troisième année. Et donc la quatrième année, oui, c'est ça, c'est la quatrième ou la troisième année, je crois, l'éditeur renonce à exploiter l'œuvre. Et là, donc, le designer, dans un premier temps, il se dit oh, c'est dommage, c'était quand même un beau produit, etc. Et puis, lors d'une soirée AFD, comme il y en a, il apprend qu'en fait, on le prive de revenus. Et donc, on l'accompagne, on l'accompagne dans une démarche amiable. Et là, en fait, l'éditeur s'était engagé à lui assurer des revenus pendant 50 ans. Et donc, ces revenus, c'était quoi? C'était en fait il n'y avait pas de minimum qui était prévu, mais comme l'éditeur n'a pas voulu rester en démarche amiable et est allé en justice, il a imposé au juge de faire une moyenne des 3 premières années d'exploitation, dont la première année qui avait très bien marché, la deuxième année qui était à peu près à 100% des objectifs prévus, et la troisième année qui était à moins de 100% des objectifs prévus. Donc il a fait une moyenne de ces royalties, et il a multiplié cette moyenne par 47, et il a condamné l'éditeur à payer ça au designer. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éditeur s'engage par rapport à tout ce qui est dans le contrat. Et donc, s'il veut renoncer au contrat, d'une part, il doit restituer les droits d'exploitation à l'auteur. D'autre part, s'il a déposé un dessin et modèle, il doit changer l'attribution de ce dessin et modèle pour que ça revienne à l'auteur, et qu'il puisse à ce moment-là céder une licence d'exploitation qu'il souhaitera. Et enfin, il doit, à minima, lui verser un préavis par rapport à cette exploitation. Et donc, à ce renoncement à l'exploitation. Et donc, c'est très important de bien comprendre ce qui oblige les éditeurs. Et donc, dans ce cadre, tous les designers qui sont présents aujourd'hui, et les éditeurs également, soyez extrêmement prudents quand vous signez un contrat, parce que tout ce qui est noté dans ce contrat, c'est des obligations. Oups, je passe un peu vite. Donc le processus que l'AFD a mis en place pour protéger et aider les designers et les éditeurs, hein, donc tout au long de leur activité. D'une part, on a mis en place une RF Pro Design spécifique pour les designers, c'est la seule qui existe, il n'y en a pas d'autres. Elle est réservée aux tarifs négociés à nos adhérents. Ceux qui ne seraient pas adhérents de l'AFD peuvent y accéder au tarif standard. Et ce tarif standard, c'est grosso modo 2 fois le prix négocié. Donc il va sans dire que le prix de l'adhésion est bien moindre que la surcote par rapport à ce que je viens de vous dire. Ensuite, nous avons des modèles de contrat standard de cession de droit validés par plein de tribunaux depuis qu'on les a mis en place en 2007. Et donc, bien entendu, ce sont des modèles de négociation qu'il faut adapter le cas échéant et qu'il faut négocier avec votre éditeur, bien entendu. Il y a donc une formation spécifique sur ce sujet du droit qui est délivrée par Concilium, dont je suis le président. Et donc, c'est une avocate qui s'appelle Coraline Magné-Galas, qui est spécialisée en propriété intellectuelle, qui fait cette formation conjointement avec moi. Je vous en parlerai un peu plus loin.
Il y a également un outil de tarification qui est très performant qui s'appelle le Calculator, qui est basé sur une enquête européenne des prix et donc qui permet d'éduquer le client puisque c'est lui-même qui va paramétrer les droits d'auteur sous la forme de forfait ou de royalties qu'il va accepter de payer au designer. Donc ça, c'est très bien. Si vous êtes intéressé par le calculator, je peux vous transmettre des codes de réduction. Donc, vous pourrez me joindre à l'email que vous avez, que vous verrez en fin de présentation. Enfin, il y a le conseil aux éditeurs sur la relation avec les designers, qui est également confié à Consilium et que l'on pratique avec des avocats spécialisés. Donc, l'objectif de tout ça, c'est de faire comprendre le cadre juridique de la relation designer-éditeur et les attendus respectifs en responsabilité et protection des deux parties. Au moment du conflit et tout au long du sinistre, l'AFD s'assure que la relation commerciale du designer est bien encadrée par des documents juridiquement recevables. Ça veut dire devis, commande, conditions générales de vente, facture, tout ceci doit être juridiquement recevable. Tous les échanges par mail doivent être, si possible, avec des dates certaines. Donc, c'est important de faciliter le travail du juge dans les échanges qu'il y a entre les différentes parties. Donc, l'AFD également accompagne le designer dans sa démarche en recours défense, avec un choix de l'avocat qui ira bien, la prise en charge des frais de justice par les assurances ou une avance sur procédure suivant les cas. C'est-à-dire que si le designer n'a pas d'assurance RC Pro, à ce moment-là, l'AFD peut faire une avance sur procédure, mais il faut que ce soit quand même une affaire qui concerne l'ensemble du secteur dans la profession, donc le secteur du design produit, par exemple, dans la profession de designer, et donc qui puisse servir d'exemple. Donc on n'accompagne pas systématiquement au niveau de l'avance sur procédure. Et ensuite, l'AFD accompagne le designer dans sa relation avec l'assureur C-Pro. Donc là, dans la déclaration du litige, effectivement, c'est parfois délicat d'annoncer un litige, parce que, je vais vous citer un exemple, donc d'un designer qui a été atteint dans son droit d'auteur, en quelque sorte, dans l'exploitation de son œuvre, mais son œuvre a été plagiée, mais ce qu'il voyait, lui, c'est surtout qu'il n'avait pas été payé de ses factures. Donc il a déclaré comme litige un sinistre relatif à un impayé. Et donc, bien entendu, la RC Pro Designer ne gère pas les impayés. Par contre, il aurait mis en avant qu'il y avait un plagiat, il aurait été pris en charge par la RC Pro. Donc au final, on a dû l'accompagner sur cette question de plagiat et bien entendu d'impayé. Et donc, mais ce ne sera pas systématiquement le cas. En fait, il vaut mieux venir chercher un conseil au moment où vous faites la lettre déclarative du sinistre pour valider que votre lettre est bien dans le bon sens et que votre prise en charge sera bien effective auprès de l'assureur. Donc là, l'objectif, c'est effectivement de décharger cognitivement le designer de tous les tracas liés à la procédure. Donc on l'accompagne sur toute la durée. Tout au long de l'année, effectivement, on a des réunions d'information et d'échanges thématiques. La prochaine, c'est ce soir à l'AFD, à Paris, mais vous pouvez la joindre aussi par Zoom, la rejoindre par Zoom. On a une base documentaire sur le site de l'AFD qui est assez importante, dont une très grande partie est accessible même aux non-adhérents. Donc on a un formulaire correspondant pour
contacter les correspondants AFD, donc, qui sont 23 et qui sont répartis dans les régions françaises. Donc la formation professionnelle continue avec Concilium et conseil aux éditeurs avec Concilium, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. L'objectif, c'est de permettre au designer ou à l'éditeur d'acquérir une connaissance juridique suffisante pour savoir quand il doit recourir au conseil d'un expert. Notre RC Pro, elle est faite conjointement avec Hiscox, qui est le leader mondial de la RC Pro, et elle est maintenant distribuée par Marche. Au préalable, c'était Grâce à Voix qui était notre courtier distributeur. Donc là, je vous parle un instant de la formation protection juridique. Donc niveau 1, ce qui concerne la valeur du design et la protection juridique et l'analyse du contrat. Donc il y en a encore une cette année qui est en novembre et qui est à distance, et il y en a 3 qui sont programmées déjà pour le premier semestre 2022 et qui seront sur place à Paris en présence. Adhérer à l'AFD, c'est 80 € par an, par année civile, hein, c'est pas de date à date. Donc si vous adhérez maintenant, c'est jusqu'au 31 décembre. Et donc, c'est quand même beaucoup d'assistance pour vous dans votre démarche. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation et je vous propose de venir aux questions, s'il y en a. Oui, alors il y a plusieurs questions déjà écrites. Après, on verra pour allumer les micros. Alors, l'éditeur doit-il prouver qu'il fait tout pour promouvoir l'œuvre du designer? Il s'engage contractuellement à un certain nombre de choses. Donc tout ce à quoi il s'engage, c'est-à-dire par exemple inclure l'œuvre dans son site internet, sur un catalogue, etc. Tout ce à quoi il s'engage doit être prouvable d'une manière ou d'une autre. Et donc, il doit conserver ses preuves tout au long de la vie de l'œuvre, tout au long de la commercialisation de l'œuvre, on va dire. Et mettons qu'il s'engage pour 10 ans à commercialiser un produit, eh bien, il devra conserver 10 années de son catalogue s'il s'est engagé à le mettre dans son catalogue pendant 10 ans. Encore une fois, c'est en fait les engagements qui sont inscrits au contrat. Après, de toute façon, les deux parties sont engagées contractuellement, donc doivent tenir leur engagement de toute façon. C'est ça, on est tout à fait d'accord. Une question sur les dépôts de dessins et modèles. Est-il stratégique de déposer en co-auteur avec l'éditeur pour un dépôt de dessins et modèles? En quoi l'éditeur serait co-auteur? Mais effectivement, parfois la question se pose, enfin, moi, je me souviens qu'il y a des designers qui avaient déjà posé la question, est-ce que c'est le designer qui doit faire le dépôt de dessin et modèle, ou s'il a déjà développé ce produit pour, enfin, une commande pour un éditeur, est-ce que c'est l'éditeur qui dépose directement ce dessin et modèle? Voilà, donc tu poses exactement la bonne question, Élise, et effectivement, c'est si on conçoit un produit en dehors de toute commande, à ce moment-là, il vaut mieux que l'auteur dépose un dessin et modèle. Si on conçoit ce produit à la demande d'un éditeur ou d'un fabricant, à ce moment-là, le dépôt de dessin et modèle revient à l'éditeur ou au fabricant de façon privilégiée, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est lui qui est à l'origine de la commande, et c'est lui qui s'engage à exploiter cette création. Ok, très clair. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent cette question, moi, me revient assez souvent. Une question d'un éditeur. Peut-on encadrer le renouvellement d'un contrat dont la durée aurait été limitée dans le temps? Et si oui, qu'est-ce qui est possible? Alors ça veut dire modifier les termes du contrat, je suppose que c'est ce qu'il entend. Ouais, je pense que c'est ça. Donc en fait, tous les contrats devraient avoir ce qu'on appelle des clauses de révision.
Donc, demandez aux designers qui sont ici aujourd'hui combien il y en a qui prévoient des clauses de révision dans leur contrat. Je pense qu'on ne va pas en avoir beaucoup qui vont dire oui. Donc, ces clauses de révision, c'est quoi? C'est de dire, au moment où on édite un produit, on ne sait pas ce que ça va donner. Une clause de révision, c'est à la fois de la liberté pour l'éditeur, mais c'est aussi de la sécurité pour le designer. Mettons qu'un éditeur demande à avoir 15 ans d'exploitation et prévoit une clause de révision qui lui permette de sortir du contrat, donc d'arrêter le contrat au bout de 2 ans. Eh bien, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de priver le designer de revenus, ça saute. Si lui, il veut sortir au bout de 2 ans, il a une clause de révision qui lui permet de le faire. Maintenant, mettons que le contrat prévoit une faible rémunération en redevance, donc en royalties, et que le produit rencontre un vif succès et qu'il soit super amorti, enfin je veux dire, au côté industriel, ce soit super amorti. Et donc, si on n'a pas de clause de révision, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, le designer va se sentir lésé, donc il va recourir en justice pour demander que ce contrat soit annulé ou révisé. Et donc, si on prévoit une clause de révision et qu'au moment de la clause de révision, on mette sur la table les chiffres de vente et donc le potentiel bénéfice la potentielle rémunération que le designer peut espérer de l'exploitation de son œuvre, à ce moment-là, il n'a pas à attendre d'aller en justice. Cette clause de révision lui permet de repartir sur de meilleures bases au bout d'1 an et demi, 2 ans, je ne sais combien de temps, pour que le produit soit déjà installé sur le marché. Après, par rapport à la clause de révision, enfin, je me permets une question, j'en profite aussi. Après, l'éditeur, enfin, imaginons, on est dans le cas d'un succès commercial, justement, enfin, en tout cas, que ça fonctionne bien. L'éditeur n'est pas dans l'obligation d'accepter que le contrat soit révisé avec cette clause de révision. C'est plus Non, il une. n'est pas. Ça reste toujours dans le cadre d'un contrat, c'est-à-dire que les deux parties doivent tomber d'accord. Donc, il n'est pas obligé d'accepter les nouvelles conditions, mais là encore, cette clause de révision permet de mettre en place de nouvelles conditions d'exploitation. Oui. Ça doit toujours être dans l'objectif de ce contrat, ça doit être d'une part l'équité et d'autre part l'acceptation mutuelle des termes du contrat. Donc, Ou si du coup il y a une clause qui prévoit qu'au bout de temps, je ne sais pas si c'est possible, au bout de tant de chiffre d'affaires, enfin si on atteint tant de chiffre d'affaires par an, on est obligatoire, on est dans l'obligation de réviser la partie rémunération, ça serait possible. alors ça, c'est dans l'article lié à la redevance. Et donc, je parlais du calculator. Le calculator prévoit ça par tranche de chiffre d'affaires. Ok. Donc, c'est un très bon outil justement pour ça. C'est-à-dire qu'il éduque les designers et les éditeurs à réfléchir par tranche de chiffre d'affaires. Et l'éditeur, il sait que dans telle tranche de chiffre d'affaires, il est en train d'amortir son outil productif et qu'au-delà de telle tranche de chiffre d'affaires, l'outil est amorti. Et donc, lui-même, il a la capacité peut-être de proposer soit le produit à un tarif plus bas, soit d'améliorer la rémunération de l'auteur. Ce qui se passe en général, c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire qu'on a une redevance plus élevée dans les tranches inférieures de chiffre d'affaires, et ensuite c'est décroissant. Donc ça ne s'explique pas forcément par rapport à la logique industrielle qui est liée au produit. Donc ça, on met, comme toujours, hein, c'est l'histoire d'un accord entre designer et éditeur. Et l'objectif, c'est que tout le monde soit d'accord sur les conditions d'exploitation de l'œuvre.
Ok, très bien, merci. Donc, je continue les questions. Donc, une question d'un designer qui se demande si le statut d'artiste-auteur peut être valable pour un designer industriel, si, même si du coup les produits sont créés, enfin, produits créés sont destinés à une production industrielle. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle production industrielle, hein. Je veux dire, on a à la Maison des Artistes des designers automobiles, par exemple, mais dont le statut d'auteur est reconnu par leur employeur. Donc ils sont là parce que ils vont concevoir, je sais pas moi, des optiques de phare ou des lignes spécifiques de la carrosserie ou de l'intérieur, ou je sais pas, même pas comment ça s'appelle, le tableau de bord intérieur d'un véhicule. Donc, ce sont bien des designers industriels. Leur production va être réalisée en grande quantité. Ils ont fait des écoles comme Strat ou comme Créapol ou comme je ne sais quoi. Ceux qui sont designers industriels et qui ont fait des écoles comme Strat, par exemple, sont a priori destinés à devenir des auteurs. Ceux qui ont fait Créapol sont davantage destinés à devenir des ouvriers du design, on va dire, et pas forcément des auteurs. Voilà. Donc, après, il faut être conscient de la place qu'on occupe comment dirais-je, dans la création qui nous est demandée et quel est l'apport créatif. Je veux dire, quand on crée un banc public, ça peut être un banc qui ressemble à un banc et qui n'apporte rien de nouveau et rien à l'utilisateur, ou ça peut être un banc et ça restera de la production industrielle, hein, ou alors ça peut être un banc qui est effectivement un intérêt pour l'utilisateur et qui soit empreint de notre créativité aussi. Donc, je ne connais pas ce designer et je ne peux pas évaluer a priori quel est Oui. sa capacité à intégrer le statut d'artiste-auteur ou pas. Mm. Bah, je pense après ça, je pourrais voilà, passer les coordonnées de l'AFD. Tu peux transmettre mon email Alors, il y a toujours volontiers. une autre question. Je continue sur les questions par rapport au statut, et puis après, on finira peut-être par les deux questions par rapport au contrat. Donc, une question par rapport à donc, un designer qui donc, fait de l'agencement. Donc, s'il me dit c'est qu'il fait de l'agencement. Enfin, l'agencement. En tout cas, voilà, il crée par exemple des bibliothèques, du mobilier sur mesure. Est-ce que du coup, c'est plutôt le statut de société commerciale qui prime, même s'il y a un aspect créatif dans le sens où cette personne dessine l'ensemble des agencements et des solutions de mobilier qui sont fabriquées? Alors, donc, si j'ai bien compris, non seulement il dessine, mais il fabrique, c'est ça? Oui, Donc, s'il fabrique, effectivement, son sujet, c'est d'avoir une structure qui va lui permettre de vendre ses productions. Donc, oui, société commerciale, bien sûr. Statut d'auteur, si ses créations sont dignes de ça aussi. Et à ce moment-là, il est rémunéré par sa propre société en lui adressant des notes d'auteur et des notes d'honoraires pour déjà sa société va lui passer des commandes en tant oui. qu'auteur et ensuite il sera rémunéré par sa société comme auteur et éventuellement si ce qu'il crée comme mobilier est édité à un grand nombre d'exemplaires, il percevra des droits d'auteur également dessus. Petite précision quand même, quand on est Mhm. artiste-auteur, on ne peut pas avoir un seul client. D'accord. Pourquoi? Parce que ce serait du salariat déguisé, tout simplement. Mhm. Donc ça, c'est répréhensible. Donc lui-même, en tant qu'auteur, il doit rechercher à avoir d'autres clients au moins un autre, hein, et Oui. pas forcément pour des contrats mirifiques, mais un autre client chaque année pour justifier de sa position d'artiste-auteur et que cette position est légitime. Ok.
Alors, donc je reviens sur donc, une question d'un éditeur. Comment encadrer et se protéger de l'éventualité que l'œuvre d'un designer ne se vende pas malgré les actions commerciales mises en place par l'éditeur? Alors, On est dans un schéma un peu plus négatif parce que ouais, l'idée ouais, c'est que ouais, mais bien sûr. mais Alors si jamais- d'abord, ça c'est vraiment le boulot de l'éditeur que d'avoir des études de marché, des interviews consommateurs, utilisateurs, etc., et de savoir vers quoi diriger un designer. Donc ça c'est le premier job. C'est un job qui lui revient à plein temps. Euh, et donc, c'est effectivement pas, a priori, le designer qui va être capable de dire bah, ça, c'est dans l'air du temps, etc. Deuxième chose, c'est qu'il peut, même si, enfin, je veux dire, si c'est un échec, il peut prévoir une clause qui l'oblige à une rémunération minimum, ça c'est sûr, mais qui lui permette de sortir de façon précoce de ce contrat et avec des conditions qui, bien entendu, vont être acceptées par le designer et qui vont être favorables aux deux parties. C'est-à-dire que l'investissement, la rémunération que lui va garantir de toute façon au designer ne sera pas considérable, mais ne sera pas symbolique non plus. Et au moment où il veut sortir de l'exploitation de ce contrat, à ce moment-là, il rend l'exploitation au designer, et s'il a déposé un dessin et modèle, il change l'attribution du propriétaire de ce dessin et modèle pour le donner au designer. Donc à ce moment-là, il n'a plus rien à voir avec l'œuvre, il ne l'édite plus, et ça ne lui a pas coûté très cher. Ok. Euh, la personne nous remercie, enfin, vous te remercie, Christophe, pour cette réponse. Donc, alors, pour l'instant, c'est la dernière question que j'ai, je crois. Donc, si on a déjà un contrat de droit d'auteur en cours, facturé en micro-entreprise, peut-on s'inscrire à la maison des artistes et changer le numéro de la facture trimestrielle? Non. En fait, les contrats antérieurs qui sont passés avec un numéro de SIRET particulier, ben, vous devez continuer à les exploiter avec ce numéro particulier. Sauf à faire un avenant au contrat qui change le bénéficiaire du contrat. Donc ça vous oblige à déjà avoir un statut d'artiste-auteur en plus de votre statut de micro-entrepreneur, au moins de façon transitoire. Et dans un deuxième temps, quand vous avez les deux statuts en parallèle, de modifier ce contrat donc par un avenant qui déclare que le bénéficiaire a changé de numéro SIRET et c'est tout, quoi. Donc il faut faire les choses de façon juridiquement sûre, on va dire, pour être absolument certain qu'à à aucun moment on pourra vous opposer la validité de votre contrat. Donc dans ce cadre-là, la personne qui est micro-entrepreneur, hein, donc elle n'a pas oublié que quand elle est devenue designer micro-entrepreneur, elle s'est déclarée designer sans droit d'auteur, si je ne m'abuse. Donc cette personne-là, elle est légitime, enfin, elle n'est pas légitime, elle peut facturer des droits d'auteur, mais elle est complètement illégitime à les revendiquer en tant que micro-entrepreneur, hein. Ok. Puisqu'il y a un article de loi qui précise que le statut de micro-entrepreneur est impossible pour les auteurs et les artistes. Donc là, il revendique un statut d'auteur, droit d'auteur égale auteur. Il revendique un statut d'auteur, et donc s'il devait se présenter devant un juge, c'est mort. Le juge lui dit, écoute Pépère, t'es micro-entrepreneur, au revoir et reviens quand tu seras artiste-auteur. Et donc le sujet, c'est ça, c'est déjà d'obtenir un statut d'artiste-auteur. Et donc pour obtenir un statut d'artiste-auteur, c'est parfois délicat quand on est déjà micro-entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'on va avoir vraisemblablement deux activités libérales à la même adresse, première chose.
Et deuxième chose, c'est qu'on va avoir 2 activités libérales avec le même code d'activité. Donc, première chose, c'est modifier son statut d'auto-entrepreneur en déclarant par exemple qu'on n'est plus designer, mais qu'on est conseil aux entreprises de je sais pas quoi. Ça changera absolument rien pour le côté micro-entrepreneur. Et donc, éventuellement, également, comment dirais-je, modifier l'adresse du siège social de la micro-entreprise. Donc, on modifie la nature de l'activité et l'adresse. Donc on met l'adresse, elle devient chez sa grand-mère, on s'en fout parce que de toute façon on a très peu de courriers comme micro-entrepreneur. Et on va déclarer à ce moment-là, une fois que c'est validé, on va déclarer une nouvelle activité, mais à l'adresse où on vit, où on a son atelier, etc., etc., et avec le bon code d'activité qui est le code 7410Z. Donc on devient artiste-auteur avec le 7410Z et la bonne adresse. Pourquoi cette adresse est importante pour le statut d'artiste-auteur? Précisément parce que tous les frais de fonctionnement de l'activité vont pouvoir être déduits du chiffre d'affaires pour obtenir le bénéfice. Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc c'est cette activité d'artiste-auteur qui devrait être là où on veut déduire des frais et pas chez la grand-mère ou dans une société de domiciliation quelconque. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ensuite il va pouvoir modifier à partir du moment où il a ce statut d'artiste-auteur, qu'il a reçu le document de l'INSEE, qui va pouvoir modifier son contrat par un avenant et après, donc, facturer sous le statut d'artiste-auteur les échéances suivantes. Est-ce que j'ai répondu complètement à la question? Je ne sais pas. La personne nous le dira. La personne nous le dira, voilà. Alors, donc, oui, donc la personne confirme que elle a bien tout compris et que c'est parfait, et elle remercie également. Donc il y a une question par rapport à donc le statut de designer qui s'auto-édite. Quel est le type de contrat pour le designer qui va contractualiser avec un fabricant, mais du coup comme sous-traitant et non pas comme éditeur? Ah, comme sous-traitant, d'accord. Donc lui, il s'auto-édite, ça veut dire qu'il fabrique Et qui ses commercialise. produits, mais c'est commercialisé par quelqu'un d'autre, c'est ça? Non, en fait, du coup, alors si je comprends bien la question, c'est un designer qui qui crée des œuvres originales, qui les commercialise, mais du coup qui ne les fabrique pas. Donc Ah, il y a qui un fabrique. contrat avec un fabricant pour la production des pièces, en fait. Quel type de Donc, contrat, quel est le type de donc contrat? le contrat, en fait, il y a 2 contrats qui existent dans ce cas de figure. Il y a un contrat entre la société, donc sa société qui va l'éditer, Oui, et le designer, qui est un contrat d'édition classique avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les clauses de révision et tout le reste. Les obligations, bien entendu, les rémunérations minimum, les redevances, les droits d'adaptation, etc., etc. Et il y a un deuxième contrat qui est entre la société donc, qui va commercialiser et le fabricant. Et ce contrat précise le cadre dans lequel doit être fabriquée l'œuvre. Et si éventuellement le fabricant co-commercialise, oui, enfin commercialise également l'œuvre en question, et là c'est indiqué dans ce contrat la zone géographique qui lui est réservée, éventuellement le, le droit à la paternité, donc la signature de l'œuvre, la marque s'il y a une marque, etc., etc. Donc tout est précisé. Les quantités qu'il a le droit de vendre, également, donc ça vaut pour également les commercialisateurs étrangers, hein, bien entendu. Hein. Mettons par exemple qu'un éditeur est une juridiction nationale française et qu'il ait des collègues en Allemagne,
au Japon ou je ne sais où, mais que lui, il a aucun point de vente là-bas et il souhaite travailler avec le Japon. Il impose au Japon un contrat et dans ce contrat, il est précisé tout un tas de choses, y compris les royalties qui sont dues à l'auteur et y compris éventuellement l'exploitation de licence qui lui est confiée. D'accord. Et donc, bien sûr, Maître Brunet est tout à fait à même de rédiger ce type de contrat, ou Maître Magny-Galas, si vous venez à l'AFD, ou nos Ça autres avocats également. Alors, il y a encore plusieurs questions, encore un petit peu de temps, donc on va pouvoir poursuivre sur les questions. Alors, un designer qui nous demande si c'est possible de détailler plus précisément le gain financier entre micro-entrepreneurs et artistes-auteurs par rapport aux cotisations et impositions. Globalement, en termes de cotisation sociale, pour un designer qui travaille chez soi et qui n'a pas trop de déduction, en termes de charges, on va dire, le gain, il est de l'ordre de 40% pour les cotisations sociales. Voilà. Pour un designer de produits qui a un atelier, qui éventuellement des machines, etc., etc., qui fait appel à des Fab Labs, le gain, il peut être de l'ordre de 50 à 60% en termes de cotisation sociale. Alors, le designer il demande 40% des 22%. 40% des cotisations sociales payées. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il paye ses cotisations sociales en tant qu'auto-entrepreneur sur son chiffre d'affaires. Et le designer qui est artiste-auteur, il va le payer sur son bénéfice. Il va payer ses cotisations sociales sur son bénéfice. C'est-à-dire le chiffre d'affaires moins toutes les charges. Les charges, c'est le loyer, c'est l'électricité, le gaz, la voiture, les déplacements, l'équipement, la box, le téléphone, les rouleaux de PQ qu'on utilise dans la journée. Enfin, je veux dire, on peut aller très loin, quoi. Hein. Oui, toutes les Donc, charges. les grains de café qu'on met dans la machine à café, la cote-part de la machine à café qu'on a chez soi. Enfin, il faut comprendre que ça peut aller très très loin. Et après, ça dépend de ce qu'on veut générer comme bénéfice ou pas. Hein. Donc, est-ce qu'on veut parce que moi j'ai déjà vu des designers qui faisaient 150 000 euros de chiffre d'affaires et qui avaient 140 000 euros de charges. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut ou montrer que on est quand même un designer qui gère bien sa boîte et qui fait des bénéfices? Donc, si on a besoin d'un banquier, en général, on a aussi besoin de montrer au banquier qu'on est un bon gestionnaire. Donc, il faut savoir arbitrer entre les dépenses parmi les dépenses qu'on déduit de notre chiffre d'affaires pour obtenir notre bénéfice. Voilà, donc c'est de toute façon un gain, on va dire. Et ce gain, il est très simple. Le minimum qu'on puisse obtenir, c'est 34%. Pourquoi 34%? Parce que 34%, c'est l'abattement du micro-BNC quand on est artiste-auteur. Et qu'on choisit le micro-BNC. Donc, on a 34% d'abattement pour calculer notre bénéfice. Et donc, au minimum, on va payer nos cotisations sur ce chiffre d'affaires moins 34%. Voilà. Et on peut éventuellement, si on choisit le réel, avoir beaucoup plus que ces 34%. Ok, très clair. Alors, une question assez précise par rapport donc à une personne qui a un statut d'artiste-auteur comme photographe et qui se demande si on peut faire une note de session comme designer et regrouper les deux activités afin de faire un seul compte de résultat et une seule déclaration. Alors bien sûr, c'est à partir du moment où il est artiste-auteur comme photographe. En fait, un photographe, c'est quoi? C'est un designer photographique. D'accord? Alors, si dans son activité, il est aussi designer de produits, ça ne pose aucun problème à la Maison des artistes, ni à personne. Donc, il connaît déjà l'AGESA puisqu'il est photographe. Et donc, en fonction de son activité majoritaire, soit il sera à l'AGESA s'il continue d'être majoritairement photographe. C'est la même boutique, hein, Maison des artistes et AGESA.
Donc, s'il est majoritairement photographe, il sera toujours à l'AGSA. S'il est majoritairement designer, il sera à la Maison des Artistes. Voilà. Ok. Alors, il nous reste une ou deux questions. Donc, une personne qui demande si l'APE pour les designers industriels à la Maison des Artistes est bien création artistique relevant des arts plastiques 903A. Non, c'est pas 9003A. C'est le 7410Z, donc activité de design, activité spécialisée de design, 7410Z. Et donc, c'est bien ce code d'activité que les personnes doivent rechercher. Et quand ils sont sur le CFE de l'URSSAF pour déclarer leur activité d'artiste-auteur, à partir du moment où ils notent en premier designer, on leur attribuera ce code d'activité. Ok. Et dernière question, je pense qui est intéressante parce que ça revient souvent pour des designers de poser cette question. Quel est le pourcentage minimum de royalties entre guillemets acceptable? Je pense que Voilà. cette question, elle illustre beaucoup de choses de la problématique d'aujourd'hui, donc je trouvais ça pas mal de finir avec ça. Donc, déjà, ça dépend sur quoi est basée la rémunération. Donc, est-ce que la rémunération est basée sur le prix de vente public? Est-ce qu'elle est basée sur le prix sortie usine? Est-ce qu'elle est basée sur le prix dit confidentiel, c'est-à-dire un prix variable en fonction du client? Donc, c'est la première chose à savoir. Ensuite, effectivement, si la rémunération est basée sur le prix de vente public, mettons que votre éditeur commercialise également les produits, eh bien, une rémunération relativement faible sur ce prix de vente, donc un coefficient relativement faible sur ce prix de vente, sera relativement acceptable. Pourquoi? Parce que la culbute qui est faite entre le fabricant et le commerçant est d'environ 2 à 3. Donc, si on prend comme base ce prix multiplié par 3, effectivement, ça veut dire que si on avait pris comme base le prix sorti usine, on pourrait multiplier ce taux par 3 pour obtenir le même résultat. Est-ce que je suis clair jusque-là, Élise? Oui, pour moi c'est clair. Après, la Bon. personne n'a pas réagi, donc. Donc, c'est la première chose. Ensuite, donc, si on prend comme prix de vente, comme pourcentage sur le prix de vente public, on pourrait s'attacher à quoi? On pourrait s'attacher à dire qu'on prend une analogie avec les autres auteurs. Donc, les autres auteurs, c'est qui, par exemple? C'est les auteurs d'œuvres littéraires. Qu'est-ce qui est distribuable et donc quel est le contrat d'auteur d'œuvres littéraires standard qui a été négocié par les sociétés d'auteurs, les syndicats et les sociétés d'éditeurs? C'est 22% distribuable. 22% du prix éditeur, hein, pas du prix de vente public. Donc c'est assez. Donc ça veut dire, grosso modo, on va non, c'est pardon, 22% du prix de vente public et pas du prix éditeur. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que potentiellement, donc les marges de distribution du livre sont de 2, un peu plus de 2, c'est-à-dire que grosso modo, il y a la moitié du prix de vente qui revient aux commerçants. Donc il y a 10% qui revient à l'éditeur maximum, pas à l'éditeur, aux auteurs maximum, et le reste qui revient à l'éditeur. Donc on voit que c'est une économie qui est assez sereine en fait, puisqu'ils ont accepté ces conditions. Maintenant, prenons quelques contrats, j'allais dire, assez caricaturaux dans le design d'objets. On voit fréquemment des éditeurs qui proposent 2% du prix confidentiel. Et là,
tu vois parfaitement à qui je fais référence. Donc ça, c'est pas acceptable en fait. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec ces gens-là. Même si ils ont des réseaux de boutiques absolument démentiels, etc., et que ça donnera de la visibilité à votre produit, ça, c'est leur contrat standard. C'est-à-dire, c'est ce qui est noté sur leur contrat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des designers qui travaillent avec ces gens-là et qui ont obtenu de bien meilleures rémunérations. Donc, c'est à vous d'être suffisamment sûr de vos arguments pour aller imposer une vraie rémunération de ce côté-là. Et si vous signez avec 2%, eh ben, j'allais dire tant pis pour vous. Tant pis pour vous, mais venez pas pleurer après, quoi. On vous l'aura dit qu'un contrat, c'est fait pour être négocié. Je pense que j'insiste aussi sur ce point. Effectivement, il y a vraiment, nous on constate une dévalorisation du travail des designers. Et si en tant que designer, vous continuez d'accepter ces conditions qui vous sont proposées, ces conditions de rémunération du travail, la situation sera toujours pire et du coup toujours plus déplorable pour vous. Les conditions de travail seront toujours plus regrettables. Donc c'est en entamant un dialogue avec vos collaborateurs, quels qu'ils soient, qu'on arrivera à changer cette position de la part de ceux qui commercialisent et qui exploitent vos droits pour que celle-ci soit plus juste. Et les contrats équilibrés, ça existe et ça fonctionne. Donc il n'y a pas de raison d'accepter un contrat qui en fait dévalorise votre travail et qui ne vous rémunère pas à juste titre. Donc, je me permettais juste Et parfaitement d'accord avec toi, Élise. Ça, puis c'est un travail qu'Élise fait magnifiquement au French Design, donc on va profiter de son intermédiaire au passage. Voilà. D'autres questions? Alors, je ne crois pas. Alors, du coup, un designer qui nous demande à combien peut s'élever donc des royalties sorties d'usine pour un designer. En pourcentage, toujours? Ouais, je pense. Eh bien, on a fréquemment des taux de 10-12% que nous, on propose dans les contrats qu'on est amené à, comment dirais-je, sur lesquels on est amené à intervenir. Et c'est très fréquemment accepté par l'éditeur, en fait. Donc, voilà, on parlait de 2% il y a quelques instants. Là, on parle de 12%. Bah, vous avez multiplié votre rémunération par 6. Récemment, là, j'ai travaillé sur un contrat pour une gourde comme on en a partout là en ce moment, hein, les gourdes. Et donc, le prix de vente confidentiel était de 15 €. Le moule était prévu pour 25 000 exemplaires. Donc, je reprends mes petits calculs. 25 000 multiplié par 15 €, le chiffre d'affaires de l'éditeur prévisible était de 375 000 €. Et donc, ce que l'éditeur avait prévu comme rémunération bien équitable pour le designer. Donc, le designer, il avait déjà perçu 2 000 €, énorme, 2 000 € d'honoraires pour concevoir la gourde. Et il prévoyait 2 000 autres euros pour rémunérer l'exploitation de l'œuvre. Donc, on a d'un côté, on va dire, si on prend la rémunération globale du designer, 4 000 € et de l'autre côté, 375 000 €. C'est équitable? Là, voilà, je pose la question aux éditeurs qui sont là, quoi. Donc, voilà la question. Donc, bien entendu, nous, on a proposé un contrat proportionnel. On a proposé un contrat proportionnel qui amène le designer à percevoir 40 000 € environ sur ces 375 000 € que permet le moule. Ce qui semble ce qui est de l'ordre de 10% en fait, globalement, pour l'exploitation de l'œuvre, et ce qui est normal. Tout
à fait. Alors, on a fait le tour des questions. Si jamais, voilà, si jamais vous avez d'autres questions à la suite, on pourra toujours les communiquer à l'AFD et à Christophe Lemaire et son équipe. Moi, je vous partagerai les coordonnées de l'AFD et de Christophe Lemaire à la suite de cet atelier. Ça a été enregistré, donc si vous avez besoin de revoir des slides qui ont été présentés, voilà, tout sera sur le support, le support numérique qui pourra vous être communiqué. Et puis, merci à tout le monde et un grand merci à Christophe Lemaire pour le temps qui a été pris ce matin pour échanger et pour nous expliquer ces choses très, très importantes qui sont indispensables à connaître. Et surtout aussi, c'est important que vous ayez connaissance que des structures comme l'AFD existent et peuvent vous accompagner et vous aider sur ces questions qui sont totalement stratégiques pour développer son activité. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux et puis en parallèle, nous, on est aussi là pour vous guider d'une certaine, autant qu'on peut. Sinon, on relaie sur d'autres personnes. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup Christophe. Et Merci à puis, toi. merci à ceux qui ont été présents hier et aujourd'hui. Je pense que c'était du coup tout à fait complet. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Bonne Merci. journée. Bonne journée à Au revoir. tous. Au revoir.